Là, c'est à l'image de la société. Tout va plus vite, tout va plus haut. On est davantage pressé quand on regarde le football. Et à ce titre-là, on voit que ça se retranscrit dans le jeu. C'est beaucoup de transitions. On est peut-être moins porté sur la technique. On a vu qu'il y a une évolution dans le football, à savoir, il y a eu l'arrivée des centres de formation, ce qui est très important. Les centres de formation ont amené quoi? A amené à sortir énormément de joueurs. Je parle notamment dans le cadre de la France. Et donc, forcément, on se dit, on doit sortir des joueurs qui sont là avec un modèle défini, c'est-à-dire des joueurs qui sont physiques, qui vont énormément vite. Et ça participe à ce qu'on ait davantage un football de transition notamment. Mais ça va continuer. Parce qu'on est en train de voir, on a vu l'éclosion de Mbappé ou même d'Haaland actuellement. Tu sais, moi, Haaland, c'est un joueur qui m'effraie moi au quotidien. C'est-à-dire que c'est un robot, même s'il va progresser et continuer à progresser. C'est pas mon football. Je préfère un Joao Félix ou un Ansu Fati par exemple. Mais tu sens que celui qu'on va se manger pendant 10 ans, ça va être un joueur qui physiquement, en termes devant le but, est clinique, chirurgical. Tu as vraiment ce sentiment-là, capable de répondre au duel, capable d'aller plus vite que les autres. Mbappé, la même chose. Il a quand même gagné une Coupe du Monde en étant dans cette physionomie de joueur. Et c'est vrai que c'est de plus en plus prononcé par rapport à avant, où on avait un rythme un peu plus lent, moins d'intensité. Et là, on parle de l'intensité à chaque match. Intensité, intensité, intensité. Aller tuer l'adversaire par rapport à ce style de rencontre. Il y a très peu de tempo lent. Notamment, il y a l'émergence de Liverpool sur les trois dernières années qui était un peu dans ce pressing, dans cette façon de vouloir étouffer l'adversaire. Et je pense que ça va continuer. Et quand on voit la différence avec il y a encore 10-15 ans, parce que la vision du foot en 2020, en tout cas la nôtre, et moi je parle pour moi, elle est clairement différente parce qu'aujourd'hui c'est mon métier. Avant, on avait des yeux d'enfant, voilà, on pouvait regarder que 45 minutes de chaque rencontre parce qu'on avait école le lendemain. On essayait de gratter un quart d'heure de plus, 30 minutes de plus à chaque fois. On n'analysait pas, on n'était pas voilà, dans l'aspect tactique. Dans la critique aussi. Aujourd'hui, pour moi, ma vision, en tout cas en 2020, elle a clairement changé. Et c'est pour ça que le confinement a fait un peu de bien parce qu'on s'est replongé un petit peu dans ces grandes rencontres pour essayer de voir ce qui était bénéfique aujourd'hui pour le football en 2020, comme le disait Elton. Les analyses vidéo, la recherche, etc. Mais aussi quelques notions de football qu'on a perdues. On n'a pas souvent l'occasion de s'arrêter et d'avoir un retour sur le football parce qu'on est dans un quotidien qui est très très dynamique. Et donc ouais, c'est vrai que le confinement, ça nous a permis entre guillemets de se ressourcer, notamment sur l'idée qu'on se faisait du football. D'aller chercher ce manque et puis surtout, encore une fois, vu qu'on n'avait pas un réel, un réel révélateur. On a nos souvenirs d'enfance. Mais je pense que si tu revois typiquement le Real Bayern avec la volée de Zidane, tu vas penser, tu vas avoir un avis différent de cette finale-là. Sur plein de compétitions, la même chose. On s'est refait l'Euro 2000, on s'est refait la Coupe du Monde 98, on s'est refait la Coupe du Monde 2002. Et c'est intéressant de voir un petit peu aujourd'hui par rapport à ce qu'on se mange au quotidien. Les évolutions, et il y en a pas mal. En fait, c'est une question très intéressante parce qu'on ne peut pas s'avancer vers une tendance. Aujourd'hui, le football français, il y a une matière brute qui est fantastique. C'est Arsène Wenger qui en parlait. Aujourd'hui, il y a deux pôles importants dans le football mondial où il y a la matière brute qui est très intéressante. Il y a Sao Paulo, bien évidemment, et l'Île-de-France. Et donc, le football français a de quoi être autosuffisant. Mais maintenant, une fois que tu as cette matière brute, une fois que tu as cette qualité, notamment dans la jeunesse, on le voit à chaque fois qu'on regarde les matchs le matin, l'après-midi, on se déplace, qu'on le voit notamment chez les jeunes joueurs qui arrivent, c'est très intéressant. Et maintenant, cette matière brute, il faut la former et pas la formater. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce qui explique notamment certains échecs du football français. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notamment pour les clubs français, on a le profil de certains joueurs, c'est redondant et ça n'avance pas la cause. C'est ça, il y a un gros paradoxe en fait pour moi. Il y a une énorme différence entre la formation, quand on met bout à bout notre sélection en équipe de France et même les espoirs. Pour moi, on a le meilleur réservoir en Europe. Mais il y a un trop gros décalage avec nos coachs. Et nos coachs,
Moi, je trouve ça trop insuffisant, même dans l'encadrement, dans la DTN, dans tout ce qui dans tout ce qui se passe. Je ne suis pas le plus à même à en parler parce que je ne connais pas le dossier autant que d'autres. Mais moi, en tout cas, le ressenti global que j'ai, moi, je ne peux pas concevoir que des mecs arrivent à l'étranger. Il parlait de Marcus Thuram, on peut parler de Rami Bensebaini, on peut parler de plein de joueurs qui vont dans des clubs moyens ou dans des clubs, pas dans des top clubs et qui s'épanouissent beaucoup plus en termes de football. Et quand ils étaient dans notre Ligue 1, ouais, c'était des bons joueurs, mais on les regardait pas de cette manière. Tu prends Lucas Ocampos à Séville l'année dernière, c'est pas le même joueur qu'à l'OM. Et dans ce Séville de Lopetegui, il s'est complètement révélé. Moi, je trouve que dans notre formation, on a de plus en plus de joueurs amis avec le ballon. Et moi, ça, je trouve que c'est une vraie évolution par rapport aux dernières générations. Tu prends les défenseurs centraux. Moi, le nombre de défenseurs centraux, à la base, on pensait que c'était Saliba qui allait péter Arsenal. On se prend la baffe Fofana en ce moment à Leicester. On a Jules Koundé qui met dans sa poche Lukaku, Anthony Martial, Rashford l'année dernière en Europa League, en étant solide sur l'homme, en étant beau à voir, en ayant une belle relance. C'est des mecs qui sont complets, même au milieu de terrain. On a de très beaux joueurs, des Cacré, des Bouba Kamara, des Soumaré, des Kamavinga. Tu vois là, ce genre de joueurs-là, aujourd'hui, qu'on arrive à sortir, ils sont pour moi excellents, vraiment excellents en termes de matière. Et on n'arrive pas à trouver la bonne alchimie pour qu'ils s'épanouissent chez nous. Parce que l'équipe de France, on s'en sortira toujours parce qu'on a un talent intrinsèque énorme. Et on a un vivier qui est énorme. Et encore, quand tu parles aux formateurs, moi j'en ai beaucoup au téléphone, etc., les nouvelles générations, quand tu les écoutes, c'est encore mieux. Comment on n'arrive pas à exploiter? Comment aujourd'hui en Ligue 1, à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. C'est un joueur que j'aime bien, Samir Nasri. En 2009, déjà, il disait, quand il part à Arsenal, alors que c'était son club de formation, Marseille, etc., on travaille beaucoup mieux à Arsenal. On a beaucoup plus de rigueur, on a beaucoup plus… 10 ans après, il y a au moins eu 10 000 interviews dans ce sens et il n'y a personne qui ne fait rien. On a un fatalisme, que ce soit chez les médias ou même chez les entraîneurs. Voilà, on est obligé, c'est comme ça. C'est une combinaison de plusieurs choses. Je pense qu'il faudrait mettre en avant l'émulation et l'influence. Je vais parler de la Première Ligue. Pourquoi la Première Ligue est catégorisée comme le meilleur championnat au monde? C'est que pendant un certain temps, c'était la Ligue 1, notamment au début de la décennie. Les Anglais, ils investissaient massivement. Ce n'est pas pour autant qu'ils avaient des résultats en Europe notamment. Mais les Anglais, au milieu de la décennie écoulée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, plutôt que d'investir massivement sur les joueurs, aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement les meilleurs joueurs au monde. Enfin, si, dans l'absolu, ils sont facilement dans le top 10, mais ce n'est pas comme s'ils avaient Messi, Cristiano Ronaldo. Messi, Cristiano Ronaldo ne sont pas dans la Première Ligue. Mais pour autant, les clubs anglais sont davantage à la fête. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la décennie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que de s'attarder sur les acteurs, on va regarder plutôt du côté des réalisateurs. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, José Mourinho, etc., etc. À partir du moment où tu as les meilleurs réalisateurs, tu as un meilleur casting. Et c'est ce qui manque notamment au football français, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup d'influence. On est entre guillemets auto-centré sur nous-mêmes. On n'a pas, notamment en 2017, là où c'était le meilleur cru, c'était pourquoi on avait Unai Emery, on avait Lucien Favre, on avait Leonardo Jardim. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs écoles de pensée qui se répondaient. Et ça participait à quoi? Ça participait à cette idée d'émulation. Et c'est ce qui manque au football français, cette idée de s'ouvrir à plusieurs choses, notamment au niveau des entraîneurs. Et ça fait qu'au bout d'un moment, quand tu n'es pas mis en danger par l'autre, eh ben forcément, tu restes dans tes acquis, dans tes convictions. Et ça ne permet pas notamment aux entraîneurs de progresser. L'exemple, c'est l'Olympique Lyonnais. Sur les 5 dernières années, on a eu Genesio et Garcia, avec peut-être ce qui se fait de mieux en termes de jeunes en France et même peut-être en Europe. Et demain, on le voit avec la situation que Houssem Aouar connaît. Tu as cet embourgeoisement dans ce club, club familial, où tu es dans un cocon. Mais je ne suis pas persuadé que Aouar, tu le mets en première ligue dans un autre contexte, ça devient un très grand joueur. Et malgré ça, malgré ce cocon familial, il nous a montré sur certaines rencontres, au Final 8 ou en Ligue des Champions, qu'il était de top niveau. Mais à la petite semaine, dans la rigueur,
Même dans le projet de jeu, ce sont des coachs qui ne t'apportent rien. Aujourd'hui en Ligue 1, à part Galtier qui fait du très bon boulot et Dalloglio à Brest, mais qui n'a pas entre guillemets le matériel adéquat pour essayer de faire de très grandes choses, et déjà il surperforme, c'est trop insuffisant en termes de coach. Tout à l'heure Elton parlait des 4 Allemands, mais Nagelsmann, ce qu'il fait avec Hoffenheim, avec le matériel qu'il a, bah, il aurait pu aller au Real, il aurait pu aller dans d'autres clubs, il préfère aller à Leipzig parce que c'est le projet, les idées. On va essayer de tirer encore une fois la quintessence de mon effectif, mais en ayant les pleins pouvoirs et en montrant ce que je peux faire sur le terrain pour que ces jeunes-là s'épanouissent. Et derrière, ça fait quoi? Demi-finale de Final 8. Tu parlais de Klopp. Klopp a montré à Dortmund. Avant Dortmund, c'est Mayence. Ce sont des clubs. Les coachs ne sont pas arrivés. Tu sais, un peu nos clubs français, moi, ce qui me dérange, et pour moi, ça a un lien avec la formation. C'est que nos coachs français se sont beaucoup offusqués dans les médias. Ah, pourquoi moi, je ne suis pas là? Pourquoi moi, je ne suis pas là? Oui, mais tu n'es pas là parce que, encore une fois, tu n'as pas prouvé. Dans les petits clubs, tu ne nous as pas prouvé que tu pouvais avoir un projet de jeu sérieux et cohérent sur 2-3 ans pour faire step up un club. Et tous les gros coachs dans tous les plus grands clubs l'ont fait auparavant avec des jeunes joueurs. Et nous, en Ligue 1 et dans notre championnat, il manque ça. Sincèrement, moi, à chaque fois que je vais sur RMC Sport, je vais sur BFM, pas BFM, je vais sur beIN Sport, pardon. À chaque fois qu'il y a une grosse rencontre, je vois 3-4 joueurs français. À chaque fois, je vois 3-4 joueurs français. Mais on n'arrive pas, à chaque fois qu'ils sont en Ligue 1, on s'étonne. Mais tu sais, Walid, au bout d'un moment, cette logique, elle va perdre en consistance. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de financiers qui sont dans le monde footballistique, ils vont investir, et eux, ils vont réagir sous quel prisme? La logique de spectacle. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas investir à perte. Ils vont se dire quoi? Moi, j'ai besoin de spectacle. Et au bout d'un moment, les proprios français, enfin les présidents de clubs français, ils sont pas nécessairement débiles. Ils vont voir ce qui se passe à l'étranger. Ils vont dire, ah ouais, ça marche comme ça. Et ben moi aussi, je veux du spectacle. Et ben ils vont commencer à investir, notamment sur des entraîneurs qui apportent quelque chose de différent. Les droitiers font qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça va être le fil conducteur de cette interview, c'est que tout est régi par le spectacle. Aujourd'hui, on a besoin, entre guillemets, de fidéliser le téléspectateur et même le spectateur tout court. Et donc par rapport à ça, il y a cette notion de spectacle qui va rentrer. Je ne suis pas sûr qu'au bout d'un moment, les présidents ils vont se satisfaire éternellement d'entraîneurs et d'équipes qui sont dans un 4K2 qui est vide, sans âme, où il ne se passe pas grand-chose. Mais déjà, quand Nasser El-Khelaifi prend Tuchel, la première phrase qu'il dit en conférence de presse, c'est je prends Thomas Tuchel parce qu'il va nous apporter des résultats et du spectacle. Parce que le Paris Saint-Germain est un club qui doit offrir du spectacle à ses supporters. Bon, on n'en a plus, on n'en a pas. Mais en tout cas, dans ce que dit Elton, c'est que cette réflexion des présidents va arriver à un moment donné. Et on n'est pas là pour faire du corporatisme inversé, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait à une certaine époque sur le corporatisme des entraîneurs français. Je le dis, moi, Galtier et Dalloglio, quand je regarde leurs équipes, je prends du plaisir. Ce sont les entraîneurs français. En ce moment, que ce soit avec Villas-Boas à l'OM ou avec Tuchel avec le PSG, pourtant ce sont des entraîneurs étrangers, je ne prends plus aucun plaisir. Encore une fois, on le dit, mais c'est beaucoup plus récurrent chez nos entraîneurs français sur les dernières années, surtout que pour moi, ce sont les entraîneurs qui connaissent le mieux normalement nos jeunes et la formation, comment former. Parce qu'un Genesio, par exemple, bah, c'était un mec qui a connu les Lacazette, qui a connu les Fekir, qui a connu tous ces joueurs-là déjà en jeune. Et il a ce relais avec les académies. Et on n'en a pas vu, collectivement, on n'en a pas vu grand-chose. Tu vois, c'est ça. Garcia, il va nous expliquer dans des interviews qu'il m'a lancé dans le grand bain, au très très haut niveau, qu'il a lancé Elton Mokolo, il a lancé tout le monde. Mais clairement, les progressions qu'on a vues, un Max Lopez par exemple, on est en train de le voir à Sassuolo, c'est pas le même joueur. Et pourtant, il ne fait pas des choses incroyables. Mais De Zerbi à Sassuolo est en train de le mettre dans un cadre, dans un collectif qui le rend meilleur. Et ça, encore une fois, on pourrait faire une mort subite comme ça en ping-pong avec Elton Mokolo sur le nombre de joueurs qui sont nettement meilleurs à l'étranger. Par contre, l'inverse, des mecs qui sont nettement meilleurs en Ligue 1 qu'à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est quand même bizarre. Et après, on va s'étonner que les mecs qui viennent avec 1 milliard d'euros pour les droits télé et qu'au bout de 3 mois, ils disent non, on n'a pas l'oseille. Ouais, ils n'ont déjà pas l'oseille, mais ils ont surtout plus envie de le mettre par rapport au spectacle qu'on montre aux spectateurs.
ça sera toujours les hommes. C'est-à-dire que le football a connu ça, des hommes, notamment les entraîneurs, pas nécessairement les joueurs, parce que, encore une fois, le jeu sera toujours plus important que les joueurs. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît depuis le début, depuis le XXe siècle, à savoir qu'il y a des hommes qui sont arrivés avec de nouvelles idées et qui ont révolutionné tout l'ensemble footballistique. Aussi bien à l'étranger qu'en France. Par exemple, tu avais Batteux du côté de Reims, Jacquet à un degré moindre pour France 98, etc., etc. Ils ont impacté notamment la manière dont devait être conçu le football national. Et donc forcément, c'est vrai que c'est surtout les entraîneurs qui risquent d'impacter, et les présidents aussi. Les présidents, parce que c'est eux qui ont la responsabilité de choisir notamment ceux qui sont censés porter cette idée, parce qu'encore une fois, on en revient à cette idée, et donc de mettre les bons hommes au bon moment. Et donc moi, c'est président et entraîneur principalement. Les joueurs ne seront qu'une conséquence. Ouais, le meilleur président des 20 dernières années en Ligue 1, Jean-Michel Aulas, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, c'est lui qui a décidé de prendre des entraîneurs qui ne ramenaient pas leur staff. Donc ça réduit un petit peu le champ d'action. Et puis surtout, quand on parle de la formation, Aulas, à chaque bon match d'un très bon prospect dans son équipe, c'est lui qui commence à faire le VRP des grandes équipes européennes. Moi, je me rappelle d'Aouar avant la Juventus. Il dit oui, si Agnelli veut nous offrir une belle somme d'argent, Aouar partira à la Juve. Il avait fait la même chose avec Ndombele. Et Ndombele, après, on se plaint que trois matchs plus tard, contre Guingamp, il est la grosse tête ou qui veulent partir ou qu'il n'ait plus le même apport sur le terrain. Ouais, mais si tu as ton président, encore une fois, pourquoi tu n'essayes pas de construire quelque chose ou de montrer que la continuité, c'est à Lyon qui doit l'avoir? Tu te mets en porte-à-faux par rapport à tes joueurs. Tu ne peux pas leur en vouloir après aux joueurs qui ont 20, 21 ans. C'est comme si demain, Stéphane ou même Florent Maurice, ils actent aujourd'hui que Camavinga il va au Real à la fin de la saison. Et Camavinga, il a déjà la tête au Real Madrid. Et il peut pas s'inscrire dans la durée avec toi. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et moi, je pense que, comme l'a dit Elton, les entraîneurs, mais aussi les présidents et les directeurs sportifs doivent avoir un rôle important par rapport à ça. Et même les médias. Les médias, notamment dans cette idée de pointer des faits qui ne sont pas bien, dans le sens où on ne peut pas se complaire de cette situation-là et expliquer, oui, il y a une fatalité au fait que le joueur de Lyon, Marseille, pas PSG, non, Monaco, ils vont aller rapidement à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les meilleurs clubs, c'est là où il y a les meilleures ambiances, etc., etc. On doit valoriser le football national. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Il y a des personnes qui le font, mais pas avec la bonne méthode. C'est-à-dire que le football français doit viser l'élite. On est champion du monde, on est quand même dans une situation qui est quand même paradoxale. On a plus de titres avec la sélection qu'avec les clubs. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que dans les autres pays, par exemple, les autres pays européens, il y a logiquement plus de clubs les clubs ont davantage gagné que les sélections. En France, c'est l'inverse. Et ça, c'est une particularité. Bon, on aime bien les particularités en France, mais au bout d'un moment, il va falloir régler. Mais c'est intéressant ce que dit Elton, parce que même moi, je le fais, moi, inconsciemment. Typiquement, Aouar, l'année dernière, je dis Aouar, il faut qu'il parte de Lyon. Mais parce qu'on est conditionné déjà par les clubs, conditionné par le fait qu'on sait très bien que Aouar, c'est mon avis, hein, mais touchera sa pleine mesure quand il sera hors de Lyon, hors du cocon, parce que l'entourage, parce que tout ce qui se passe, etc. Moi, je suis persuadé qu'il s'exprimera beaucoup mieux. Mais normalement, on devrait, même nous, on devrait se dire, mais non, profitons d'Oussem Aouar en Ligue 1. Tu vois? Donc et moi, ça m'est arrivé de tweeter après un match. Ok, c'est bon, Oussem, avec ce que tu as fait en Final 8, tu peux aller ailleurs. Et c'est vrai que ce que dit Elton, des fois, on n'a pas le recul nécessaire et on est pris dans ce piège-là. On sait très bien que pour le phénomène de masse, il faut des sujets qui sont généralistes. Parce que nous, par exemple, au Club des 5, on est sur une niche. On est sur une niche où vraiment on va appuyer certains points de vue, mais ça va s'adresser notamment. Évidemment, l'objectif, c'est ce grand public, mais ce n'est pas forcément le grand public qui va s'atteler à quoi? À regarder avec assiduité le Club des 5, parce que le Club des 5, pour l'instant, c'est quelque chose qui se veut vraiment être
pointu notamment dans l'analyse footballistique, là où il y a d'autres médias qui sont sur un positionnement, en gros, c'est un caractère événementiel. Et c'est ce qui est fondamental, parce que dans la mesure, il y a les grands médias qu'on connaît, ils s'adressent au grand public, parce que déjà, il y a une dimension économique à avoir. Il y a la dimension économique qui est très importante, parce que tu dois faire adhésion dans la mesure où tu dois réunir beaucoup de personnes, donc tu dois avoir des sujets qui sont vraiment généraux, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment plusieurs visions qui se superposent. En fait, moi j'ai connu plusieurs choses. J'ai commencé moi à CNews à 23 ans, j'ai fait de la télé là-bas, dans l'émission 20h Foot. J'ai vu encore une fois la logique et elle est très très différente de ce qui se fait sur le digital. Après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il faut comprendre que eux, aujourd'hui, sont dans une logique d'audience. Ils sont dans une logique où ils sont des chaînes généralistes. Donc, ils ne peuvent pas s'adresser aux tweetos qui te suivent tous les soirs ou aux socios sur le Club des 5 qui te suivent tous les soirs. Tu ne peux pas parler de tous les sujets. Tu n'as pas le temps pour parler de tous les sujets. Donc, c'est un métier qui est clairement différent. Là, déjà, il y a les médias généralistes. Après, le problème des médias généralistes, c'est que j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure, on ne parlera plus de foot dans ces émissions-là. Moi, pour donner un exemple, je travaillais avec Pascal Pro. À partir du moment où il y a eu les Gilets jaunes et que les Gilets jaunes ont pété, il a arrêté 20h Foot. Mais déjà, à la base, il n'y avait pas une envie folle de faire du foot sur CNews. Il y avait un créneau, c'était super, une quotidienne. Mais à partir du moment où il a vu que les Gilets jaunes et que la politique, ça faisait beaucoup plus d'audience, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il t'envoie un petit message. Merci pour tout, Walid. C'est super, mais nous, on va parler d'autre chose. Mais est-ce que tu peux vraiment les critiquer sur ce sujet-là? Tu n'as pas d'argument. Toi, tu vas aller le voir en lui disant non, Pascal, il faut parler de Sassuolo. Non, Pascal, il faut parler d'autre chose. Mais il va te regarder, il va te dire mais. Tu vois? Et ça, c'est la première étape sur les généralistes. Même si c'est triste, je pense qu'on va aller vers ce chemin-là. Si tu regardes bien, Europe 1 fait de moins en moins de sport. Voilà, il y a plein de médias généralistes qui n'ont plus le besoin parce que ça ne prend plus et parce qu'encore une fois, ils ne savent plus le faire. Et ils ne veulent même plus en faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les médias spé. Les médias spé sport. Là, je suis un peu plus, pas dire critique parce que, encore une fois, mais je pense que tu dois élever. Avant, on regardait le football, on n'analysait pas le football. Quand on était petit, moi je ne regardais pas de trucs d'après-match, je regardais l'équipe du dimanche parce qu'il y avait les images, mais je n'allais pas voir l'éditorialiste, qu'est-ce qu'il va me raconter. Aujourd'hui, c'est analyser, suranalyser. Ce que va dire l'analyste, il va être analysé s'il dit de la merde ou pas. C'est-à-dire que tout a été décuplé. Et je pense, encore une fois, que les dirigeants des grandes chaînes, ce n'est pas encore le cas pour tout le monde, mais il y aura si ça continue comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias généralistes, enfin les médias spé foot, ça baisse. Ça baisse parce qu'encore une fois, les droits télé, tu ne sais plus regarder les matchs, tu ne sais plus, etc. Tout ce qui se passe, ça baisse. Ils vont bien faire quelque chose à un moment donné. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Et à ce titre, moi, c'est ce que j'explique. Ce que tu fais, c'est du pain aujourd'hui, mais la fin pour demain. C'est-à-dire que tu as une base qui est fragile. Et à partir du moment où tu as une base qui est fragile, tu ne peux pas capitaliser là-dessus. Ça me fait penser à ce que disait Constant Vichrek dans un live de Walid. Foot Mercato était dans ce positionnement-là. C'est-à-dire, effectivement, il faisait des trucs putaclic avec beaucoup de contenu, mais ça préparait quoi? Ça préparait le fait qu'il commence à sortir des articles qui sont de qualité, des articles longs, de manière à fidéliser le lectorat. Et ça, c'est une démarche qui me paraît très intéressante, parce que, encore une fois, un média spécialiste doit élever le niveau, et il ne doit pas l'abaisser. Et ça, c'est non seulement le journalisme, c'est un bien public, mais c'est aussi une question d'élever le niveau. Parce qu'à partir du moment où tu es dans un truc qui est spécialisé, un truc qui est bien défini, ça doit être l'élite. Et l'élite, c'est pas on regarde vers le bas, mais on regarde vers le haut. Et donc, c'est par rapport à ça que je pense que la mentalité devrait être impulsée par les dirigeants et même la nouvelle génération de journalistes qui arrive. Parce que la nouvelle génération qui arrive, elle a été impactée par le football international. Je m'explique. Il y a une vingtaine d'années, les droits télé sont arrivés. Les droits télé sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On avait de la matière, mais il fallait modeler cette matière. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à créer des émissions, et on a commencé à avoir une analyse autour du football. Avant 98, c'était très compliqué parce qu'il y avait un caractère événementiel autour du football.
Aujourd'hui, le football, il n'est plus événementiel, c'est un feuilleton. Et le feuilleton, tu dois l'alimenter. Tu dois l'alimenter avec du contenu. Et à ce titre, il y a des spécialistes qui vont revenir de manière inlassable. Et les spécialistes, c'est le jugement permanent. C'est-à-dire, si tu es bon, tu restes. Si tu n'es pas bon, tu prends la porte. Et donc aujourd'hui, on doit tendre vers ça, vers cette idée d'élever le niveau. Et aujourd'hui, je pense que la mentalité fait que c'est inévitable, on va devoir changer. Et puis attention, Elton, hein, la qualité, c'est pas tout le monde qui la veut. Parce que moi, je trouve qu'il y a aussi une hypocrisie. Nous, on l'a ressenti au Club des 5. C'est que je vais te donner un exemple. Le Club des 5 a été créé en 2017. Aujourd'hui, on a 90 000 abonnés sur YouTube. À chaque post du Club des 5, nous, on ne le partage jamais, on ne retweet pas, etc. C'est le Club des 5, c'est meilleur que l'équipe du soir. C'est toujours la même chose. Le Club des 5, c'est meilleur que l'équipe du soir. Le Club des 5, c'est meilleur que l'équipe du soir. Tu regardes les audiences de l'équipe du soir. Ils font 600 000, 700 000. Donc encore une fois, moi, j'ai un immense respect pour ces mecs-là, tu vois. Jamais je me mettrai à la table d'un Vincent Duluc qui a 25 ans, 30 ans de métier, qui a une écriture, qui a une plume de dingue, un Deva Padou, ce que vous voulez. C'est des mecs, un Didier Roustan. Didier Roustan, on parle de quand même. C'est-à-dire que moi, jamais de la vie, je vais critiquer ces émissions-là. C'est des émissions différentes. C'est des émissions où ils doivent faire, et parce qu'ils ont tout compris. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras devant. Tu as l'impression, en fait, c'est comme les mecs qui disent, oh, le McDo, c'est de la malbouffe. Mais les mecs, tu les vois tous sur McDrive. Donc en fait, encore une fois, il y a une hypocrisie par rapport à ça. Par contre, quand ils disent qu'il faut te faire de la qualité, moi je le sais, je suis chef de projet au Club des 5. J'ai créé ça avec trois amis à moi, on a eu cette réflexion. Le problème, c'est que faire des émissions le soir sur une rétro 2004 et de faire 400 ou 500 personnes en live, et que derrière, le lendemain, bah, tu fais un truc sur Ronaldo ou sur Messi, et que tu as 2000, 3000, mais qu'on ne vienne pas m'expliquer que les mecs veulent de la qualité. Nous, on veut. Nous, ça a toujours été notre but. Quand on a créé le Club des 5, on s'est dit qu'il faut qu'on se mette en marge. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire l'équipe du soir bis. Ça ne sert à rien de faire l'after bis. On peut s'inspirer sur le fait que ça soit un talk, mais si tu n'amènes pas un nouveau ton, une jeunesse, quelque chose, les gens ne viendront pas chez toi. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que les 2 premières années, on n'a invité personne. Personne. On s'est dit, on va créer notre communauté à nous. Si les mecs viennent, c'est pour nous, c'est pas pour un tel. Pour un tel, on aurait pu inviter des influenceurs. On s'est dit, non, quand on va avoir la communauté, là, on pourra le faire. Tu vois, pour faire des vrais crossovers. Demain, tu vois Elton avec un autre mec, tu dis, ah, je vais voir Elton avec un autre mec. Par contre, il y a 1 an, 2 ans, tu ne connais pas Elton, tu dis, je vais venir pour ce mec-là. Et lui, le lendemain, quand Elton sera tout seul sur le plateau, tu ne vas pas venir le voir parce que tu ne le connais pas. En fait, on a essayé de prendre le chemin inversé. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la communauté d'abord, avant le contenu et la qualité. Le problème, c'est qu'on a tendance à défendre les clubs, on a tendance à défendre les joueurs, mais qui défend le football? Et moi, c'est quelque chose qui me paraît très important. Aujourd'hui, on doit protéger le football. C'est Maradona qui, malheureusement, le disait lors de son jubilé. On ne doit jamais salir le football. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. On doit le préserver. Et à l'épreuve, par exemple, de la Super League, à l'épreuve de la VAR, moi, c'est des choses qui me paraissent très importantes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la VAR, elle naît d'une chose qui est très simple. Aujourd'hui, ce n'est pas fondamentalement le fait qu'il y ait des erreurs dans le football. On ne va pas se mentir. C'est la logique économique qui t'amène à quoi? À ce qui est la VAR. Parce qu'aujourd'hui, il y a des financiers qui sont entrés dans le football, des financiers qui investissent énormément. Je dis bien, non seulement dans le football, à travers les présidents, mais aussi à travers les médias télé. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? On doit s'approcher de la perfection, mais le football n'est pas parfait. Le football n'est pas parfait. Ça, c'est déjà le premier point. Ce premier point, on devrait le dire à quiconque regarde le football. Le football n'est pas parfait. Le football vit d'erreurs, le football vit d'injustice. Mais va expliquer ça à une personne qui se dit « Ouais, mais c'est un sport de très haut niveau. On ne peut pas accepter le fait qu'il y ait des erreurs, des injustices. » D'accord. Et moi, je vois que malgré la VAR, il continue d'y avoir des débats. C'est-à-dire qu'on a déplacé le débat. Aujourd'hui, on n'interprète plus les fautes, on interprète les images. On n'a pas avancé. Et donc, par rapport à ça, moi, la VAR, je disais déjà, c'est pas une avancée, notamment pour le football, dans la mesure où on a reculé, on a toujours les mêmes débats, on a toujours cette même hypocrisie en se disant « Oui, mais s'il n'y avait pas eu la vidéo, etc. etc. » Non, on n'a pas avancé. Et ça, c'est factuel. Maintenant, sur la Super League, moi, c'est quelque chose… Walid, il dit je suis un peu plus énervé là-dessus. C'est pas le football pour moi. C'est pas le football dans le sens où le football, c'est quelque chose qui unit. Et moi, décréter l'idée qu'il y ait 20 clubs qui vont se mettre en marge en se disant c'est l'élite et vous les autres, vous allez rester à la marge parce que c'est ce que les gens veulent, moi, ce n'est pas quelque chose qui me paraît sain. Le football, c'est la méritocratie. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, on l'a vu notamment en 2018, la Roma retourne le Barça,
l'Ajax va en demi-finale de la Ligue des Champions en tapant le Real Madrid sur le score de 4-1, après avoir perdu à domicile. L'Atalanta va en quart de finale de Ligue des Champions. Lyon, qui a terminé 7e de Ligue 1, va en demi-finale de Ligue des Champions en battant Manchester City. Le football nous permet ça. Le football nous permet, sur un jour ponctuel, d'avoir cet aspect méritocratie où le meilleur sur le terrain gagne. Aujourd'hui, tu vas décréter qu'il y ait les grands clubs, parce qu'ils sont les grands clubs, parce qu'ils appartiennent à la caste, ils vont dire « ouais, mais non, on ne veut plus être avec vous ». Ça ne marche pas comme ça. Surtout que les grands clubs, à côté de ça, on les débriefe tous les jours, les matchs. On ne peut pas dire que ça incarne l'élite, notamment sur l'aspect footballistique. Donc pour ça, moi, ça me paraît irréaliste de voir la Super League. Même s'il y a beaucoup de gens qui le disent, parce que, encore une fois, Walid le disait tout à l'heure, ça participe à l'hypocrisie. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas de voir Sassuolo, ça ne les intéresse pas de voir Leipzig. Aujourd'hui, quand bien même le Real, ils peuvent te faire des matchs qui sont pas bons, le Barça, etc., etc., ils vont voir le Barça et le Real parce que c'est impacté dans la rétine. Le nom se suffit à lui-même. Et donc, par rapport à ça, ils ne s'attardent que sur ça. Alors que nous, on est sur un autre positionnement. On regarde tout dans sa globalité. Et dans sa globalité, on ne peut pas occulter le fait qu'il y ait des clubs avec de modestes moyens. Parce que modestes moyens, on parle de clubs qui ont quand même des millions. Ils sont en train de progresser autour d'une idée footballistique, autour de joueurs qui me paraissent intéressants. Alors que les clubs, les grands clubs, ceux qui sont censés incarner l'élite, ce n'est pas qu'ils ont arrêté de réfléchir, ils réfléchissent nettement moins qu'avant parce qu'ils se disent à partir du moment où on a d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être le darwinisme. C'est le plus fort qui reste dans la partie. Et donc par rapport à ça, s'il y a un joueur qui pète dans un plus petit club, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre. C'est ce qui est arrivé notamment pour le Barça. Ils étaient dans cette réflexion-là. Ils se sont dit quoi? On a l'argent, on est le club qui génère le plus au monde, on va prendre les joueurs comme ça. Mais l'idée footballistique, elle était où? Ça ne t'a pas empêché de prendre des tôles chaque année en Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça, l'idée sera toujours plus importante. Et par rapport à ça, la Super League n'est pas une bonne idée. Moi, je suis d'accord avec Elton. Dans le fond, après, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a toujours l'hypocrisie. Je reviens là-dessus, c'est que déjà, d'une, le football est mort. Moi, pour moi, il va jamais mourir. Parce que, encore une fois, tu peux me faire un match de baby-foot, tu peux me faire ce que tu veux, tu me mets Cristiano Ronaldo face à Messi sur un goal-à-goal télévisé. Malheureusement, je vais trouver ça immonde, mais je vais le regarder. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, encore une fois, moi, le Final 8, et moi, je me bats avec Elton. Elton, il me dit, moi, je me rappelle, on était en rédac, on s'était embrouillé comme d'habitude, où il me dit, moi, je te jure que je ne les fais pas, les matchs de Super League. Je lui dis, mais arrête un peu. Je dis, c'est faux. Je dis, c'est faux. Tu te mens à toi-même et on se ment à nous-mêmes. Le Final 8, quand j'ai vu pas de but à l'extérieur, pas d'aller-retour, match simple, sans public, etc., j'ai dit, mais c'est horrible. Mais c'est horrible ce qu'on voit. Mais j'étais à 20h45 devant mon écran de télé à regarder le match et je l'ai analysé comme tout le monde alors que je l'ai critiqué. Et la Super League, la même chose. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que si ça arrive, eh ben on sera friand comme tout le monde. Et que surtout… Non, mais en tout cas, je vais aller sur Elton Mokolo sur ton compte Twitter, tu vas tweeter sur le match. Et que demain, que ça soit à Winamax ou que ça soit au Club des 5, tu parleras de cette rencontre-là. Et comme ce que j'en parlais tout à l'heure avec la culture de la qualité dans les médias, les mecs, on les a fait, les Leipzig, les Leverkusen, on les a fait, les Sassuolo, machin chouette, etc. On les a fait ces matchs-là. Les mecs, ce qui les intéresse, c'est le Real Barça, le Barça Atlético Madrid, le Manchester City. Exactement, c'est ça. C'est que, après, bien entendu que c'est notre boulot, c'est notre travail. Mais comment nous, tout à l'heure, on parlait d'adaptation, tu es obligé de t'adapter. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est comme les mecs qui disent, ouais, mais Walid, tu tweets pour faire des RT. Mais si je tweete pas pour faire des RT, j'envoie des messages à ma mère. La même chose en émission, c'est bien beau, sinon j'appelle Elton en fast time et on parle de Sassuolo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore une fois, cette hypocrisie qu'on a, après peut-être que les gens sont dans une autre réflexion parce que c'est un peu, on est les soldats du football et tout. Moi, ça me donne des boutons. Même la VAR, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, etc. Mais c'est vrai que c'est chiant. Ça tue le football, bien entendu. Mais je pense qu'encore une fois, qu'on nous donne n'importe quoi. Mais n'importe quoi, on l'acceptera parce qu'on est né avec ce sport. Et que quoi qu'il arrive, encore une fois, ça fait la jonction avec tout ce qu'on dit depuis le début. On est pris par ça, on est pris par cette émotion. Et demain, sur un modèle NBA ou avec 15 équipes ou 20 équipes, eh ben on les regardera, même si c'est vrai, et on critiquera. Et on critiquera les entraîneurs qui sont feignants, on critiquera les matchs où il n'y a que les individualités qui priment, on critiquera, mais on aimera déjà critiquer et on regardera ces matchs-là.
Et demain, tu me donnes 4 Barça-Real en 3 semaines, comme ça a été le cas notamment en 2011. C'était peut-être la meilleure période de ma vie à ce moment-là. Même si les matchs étaient horribles, il y avait des matchs immondes dedans, mais on était avec les potes à côté. Purée, toi, tu penses que le Barça, ils vont gagner? Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, Pépé au milieu de terrain. Ah, t'as vu Mourinho, Guardiola? T'as eu 4 matchs avec la même confrontation. Et je pense que si tu fais 4 débriefs, eh ben les 4 débriefs, tu fais 4 fois 100 000. Mais encore une fois, la qualité ne sera pas au beau fixe, bien entendu. Et je répète, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ah, mais justement, par rapport à l'aspect Barça-Real, tu as évoqué quelque chose qui est très important. Le contexte définit les choses. Le Barça-Real en 2011, c'est finale de Coupe du Roi, match de championnat, demi-finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les deux clubs… L'intérêt des rencontres. L'intérêt des rencontres. Et c'est en ce sens, quand je parle d'élitisme, les deux clubs sont allés suffisamment loin pour se donner le droit de participer à ce genre d'affiche. La Super League, c'est pas ça. La Super League, c'est décrété d'entrée que ces deux clubs vont s'affronter parce que c'est deux clubs qui sont très importants. Alors que là, on n'est pas sur le même positionnement en 2011, à savoir que c'était les deux clubs qui allaient dans les plus… Même des super coupes d'Espagne en août, on était tous en vacances, etc. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on regarde ces matchs-là. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'était deux clubs qui étaient allés suffisamment loin pour se donner le droit. Une équipe de football se donne le droit. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Ouais, mais au nom de quoi ces clubs, pour la Super Ligue européenne, quand bien même ils sont grands, ils vont se donner une légitimité par rapport à d'autres clubs qui sont en train de travailler, qui sont peut-être sur la pente ascendante, mais au dernier moment, on leur ferme la porte. Non, ça c'est honteux, bien entendu. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais le résultat, de te dire que qu'on regardera plus ou qu'il n'y aura plus d'intérêt, ou pour répondre à la question, est-ce que ce sera la mort du football? Moi, je tempère. Ce sera pas la mort du football, mais il faut défendre cette idée que la Super Ligue européenne, c'est pas une bonne chose. Là, on parle comme si on était fataliste par rapport à ça, alors qu'aujourd'hui, dans l'absolu, la Super League, il n'y a qu'un président qui en a parlé, et le président, il a démissionné, c'était Bartomeu, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, par rapport à ça, on a encore les moyens de tout faire pour que la Super League soit juste une chimère. Et ça, c'est à nous, encore une fois, de défendre le football et de faire en sorte que les championnats restent très importants. Par contre, il y a un truc à faire sur la Ligue des Champions. Clairement, il y a une réforme à faire, à mesure où le format, il y a beaucoup de personnes qui le disent, le format commence à fatiguer. Et ça, c'est quelque chose, oui, il faut réformer là-dessus. Mais encore une fois, c'est la fuite en avant telle que l'a connu le football. La Ligue des Champions arrive dans ce contexte-là, toujours dans cette idée que le puissant doit s'imposer par rapport au plus modeste. En 86, le Steaua Bucarest remporte la Coupe des Champions. En 89, ils vont en finale de la Coupe des Champions. En 87, Porto gagne la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Ligue des Champions arrive pourquoi? Parce qu'il y a les puissants, ils se disent, ouais, notamment au niveau économique et notamment au niveau sportif, il faut quand même nous protéger. Tu as le président Johansson qui arrive et qui dit, il va présenter son programme de campagne. Il va s'attirer les bonnes grâces des puissants. Il va dire on va réformer la Ligue des Champions. La Ligue des Champions arrive dans ce contexte-là parce qu'il fallait notamment protéger les puissants en se disant ouais, les Barça Real, on a quand même envie de les voir. Donc cette fuite en avant entamée au début des années 90, elle se poursuit et à chaque fois ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus. Ouais, mais jusqu'à quand? Le gâteau à un moment donné il va se terminer. Encore une fois, c'est un souci économique et moi je prends l'exemple du tennis qui est mon deuxième sport et là il y a Djokovic qui a dit il faut arrêter les matchs en 5-7. Chose immonde, mais comme la Super League, immonde. Le problème c'est quoi? C'est qu'encore une fois, comme pour les droits télé, pour la Super League, aujourd'hui, le tennis, personne ne le regarde. Il y a un match il y a 2 semaines, Nadal Team incroyable au Masters. Je tweet, tu vois, j'ai quand même une petite commu, etc. Les mecs, ils te demandent tous sur quelle chaîne on regarde le match. Et Eurosport, j'ai rien contre Eurosport, le met sur Eurosport 2. On a quand même Nadal Team, tu vois, un match incroyable d'anthologie, c'est sur Eurosport 2. C'est-à-dire que Djokovic, tu peux l'incriminer, moi je trouve ça honteux, c'est horrible. Surtout venant d'un joueur qui a construit toutes ces grandes victoires à force de physique, à force de mental, sur Federer, sur des matchs d'anthologie. Il veut casser ça. Mais les mecs, ils se disent quoi? Le prochain Roland-Garros, il est sur Amazon. Plus personne n'est dans les stades. Plus personne va voir du tennis. Moi, je suis un grand fan de tennis. Je ne comprends pas. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Parce que les mecs, si tu parles aux passionnés lambda de sport, qui n'est pas forcément
voilà, celui du tennis. Mais il te dit, mais Walid, 6 heures devant un match de Grand Chelem, mais je ne peux pas. Et donc, ils veulent réduire par rapport au nombre de vues. Tout simplement, on en revient. Tu peux donner de la qualité, tu peux donner du spectacle, tu peux donner aux gens. Mais si les mecs ne répondent pas présents, la même chose pour le foot. C'est-à-dire que si, encore une fois, le week-end, entre nous, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ne regardent pas les matchs de championnat. Même les matchs de Ligue des Champions. Combien de fois on dit oui, mais les mecs, ils vont regarder, allez, 10, 15 matchs importants d'une grosse équipe. Mais c'est pour les emmener vers ça qu'ils font ça. Et pour gagner plus d'oseille. Et voilà. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est le modèle NBA. C'est le modèle NBA. Et encore une fois, moi je parle encore une fois d'hypocrisie par rapport à ça. C'est que tout ce que dit Elton, moi je suis complètement d'accord avec lui. Tout ce que dit Djokovic, je le vomis. Parce que, sincèrement, et tout le monde, normalement tout le monde, tous les suiveurs de tennis, tous les supporters, Mais le problème, c'est qu'il y a une réalité. Il y a une réalité. Tu vas à Roland-Garros l'année dernière, il y a 2 ans, moi je suis là à 11h, on va à Bercy, les stades sont vides. La demi-finale de Roland-Garros. Mais c'est vide. Les mecs qui prennent des invitations, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu essaies de réduire, tu essaies de créer des gros tournois, tu essaies de faire quelque chose. Et le football, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Malheureusement. On est dans la même problématique avec le football où on essaye de fragmenter, on essaye de segmenter. On a vu notamment Free qui arrive et il propose des clips où en gros on va regarder les actions impactantes. Parce qu'aujourd'hui, le temps de concentration d'une personne devant un match, elle est nettement plus réduite qu'avant. Et ça, c'est un problème parce que, encore une fois, le football, c'est une unité de temps. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est une histoire, c'est une dynamique. Et ça, il faut le préserver. Mais maintenant, aujourd'hui, ce discours-là, il se heurte à la réalité qui veut qu'aujourd'hui, il y ait des gens, pendant 90 minutes, encore plus avec la qualité footballistique, ils se disent « ça ne m'intéresse pas de rester là-dessus pendant 1h30 ». Quand bien même il y a une pause de 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, par rapport à ça, il y a des chaînes qui répondent à cette problématique en disant « on va vous apporter ça et ça va vous intéresser ». Et ça, c'est problématique. Et encore, on a ce discours, on a 27 ans. Imagine-toi les mecs qui ont 40 piges, qui ont des familles, qui ont des trucs, etc. 45 ans, tu t'imagines? C'est encore une fois, nous et notre audience au Club des 5, c'est du 15-30, du 15-35, etc. C'est cette niche-là, des mecs qui ont le temps pour regarder des rencontres, etc. Ah, tu t'imagines, même nous aujourd'hui à 27 ans, on ne regarde plus autant de matchs qu'à 23 et déjà on en regarde une grosse base. Et peut-être qu'on en regardera moins qu'à 32, qu'à 33. C'est la vie, c'est comme ça. Comment tu veux reprocher à ceux qui regardent ou ceux qui suivent de ne pas faire la même chose? Et c'est ça en fait, c'est la problématique. Mais même s'il faut se battre, hein, c'est comme le football de sélection, faut se battre sur le fait que c'est pas possible de se dire oui, il faut être pragmatique ou faut être ou une compétition ça se gagne sur 7 matchs, on n'a pas besoin d'avoir de certitude, etc. Ou on peut pas jouer au football en football de sélection. C'est des choses, on va se battre. Mais le problème, c'est que c'est dur. Tous les jours de se battre contre ça, contre ces idées, alors que les mecs derrière ne suivent pas ou qu'il n'y a pas, ou que… Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense.